Bonjour à tous. Alors, j'ai mis à disposition quelques pochettes avec la documentation pour ceux qui auraient besoin de détails ou prendre des traces. Alors, vaste sujet pour ceux qui sont fatigués déjà de cette journée sociale. On va parler allégation produit, label, transparence, puis un mot qui peut faire peur, mais je vais essayer de le démystifier surtout. C'est la blockchain dans les filières agroalimentaires. Moi, je m'appelle Emmanuel Audouin, je travaille chez Bureau Veritas où je suis responsable innovation sur tous les sujets agro. Alors, je vais vous parler quand même un petit peu de ce qu'on fait. Bureau Veritas, les gens me disent mais vous faites du contrôle électrique, etc., ou des engins de levage, mais on fait également beaucoup dans l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est 300 personnes rien que sur la France qui sont là pour aider les filières alimentaires, depuis la production jusqu'à la transformation, pour attester, auditer, certifier, contrôler, quelles que soient les filières. Donc on a des spécialistes sur le poisson, sur la viande, sur les fruits, sur les légumes, etc. etc. Donc on travaille depuis l'agricole et même l'amont de l'agricole. J'ai mis quelques logos parce que ça fait plus joli d'avoir la couleur qu'une liste. La transformation agroalimentaire, c'est peut-être votre métier si vous êtes au SIAL, la logistique, le négoce, la distribution. Aujourd'hui, c'est quand même la distribution alimentaire qui tire et de plus en plus la restauration. Donc pour tous ces gens-là, notre vocation, c'est de leur proposer les schémas d'audit et de certification dont ils ont besoin pour attester que ce qu'ils font correspond bien ou que ce qu'ils disent correspond bien à ce qu'ils font. Bon. Quelques clients aujourd'hui sur la France, c'est à peu près 17 000 clients. Donc on va depuis l'agriculteur individuel qu'on va certifier pour sa production biologique. Je ne vous ferai pas de dessin sur le bio et comment ça explose aujourd'hui, jusqu'aux grandes multinationales qui nous demandent de faire des audits dans 80 pays dans le monde ou d'aller auditer tous leurs fournisseurs. Alors, on va s'arrêter un petit peu avant de rentrer dans la technique pour dire le consommateur, ce consommateur qu'on a bien du mal à saisir. Et chacun dans la distribution ou la transformation veut capter les nouvelles tendances pour positionner ses nouveaux produits. Comment il se situe? Un chiffre que j'ai capté en début d'année, que j'aime bien, 22% des nouveaux produits alimentaires, alors je crois que c'est cette statistique à l'échelle mondiale, un chiffre Mintel, portent des allégations environnementales ou éthiques. Donc on n'est pas que même sur du qualitatif produit, environnemental ou éthique, contre 10% 10 ans plus tôt. Donc on voit une tendance de fond, et si les marques alimentaires lancent des produits sur ces tendances-là, c'est que normalement ça correspond à une demande du marché. Donc les filières alimentaires, qui occupent beaucoup la presse, veulent bien sûr se démarquer, on le voit ici avec pléthore d'innovations sur le SIAL, répondre aux attentes du consommateur qui sont de plus en plus multiples et variables dans l'espace et dans le temps. Le sans gluten, c'était il y a déjà quelques années. Les tendances véganes et végétariennes depuis, je dirais, peut-être 2-3 ans. Et plein d'autres choses. Alors, qui viennent également de la pression des ONG, il ne faut pas l'oublier. Il y a toujours un sujet autour de l'huile de palme. Et dans l'alimentaire, on utilise quand même pas mal d'huile de palme, d'où un référentiel sur une huile de palme plus durable. Il y a également toutes ces tendances. Alors, il y a tout ce halo autour du sang. SANS, je dis bien, tout du sang. Alors, les filières sans antibiotiques, nous on le voit, que ce soit sur de la viande, que ce soit sur des œufs, que ce soit sur des produits laitiers, on nous demande de plus en plus de mettre en place des cahiers des charges et de vérifier la nature sans antibiotiques du mode d'élevage des animaux. Je parle bien du mode d'élevage, puisque les produits eux-mêmes sont normalement sans antibiotiques. Dans le végétal, c'est tout ce qui se passe autour des filières sans pesticides. Alors je vous passe tous les IDs, insecticides, herbicides, etc., où là, techniquement, on arrive à faire des choses de plus en plus pointues. Et donc, les filières et les gens qui mettent les produits alimentaires sur le marché ont de plus en plus une véritable histoire différenciante à raconter. Tout ça dans ce contexte de Clean Label, Clear Label, etc., etc. Donc, il se passe plein de choses. Il suffit de faire un tour sur le SIAL. Ça explose dans tous les sens. Autre tendance forte, aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises, moi je m'occupe que d'agroalimentaire, ont une politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et une fois que cette politique a été définie en interne, il faut la concrétiser sur des engagements clairs que prennent les entreprises à travers, par exemple, des actions dans l'environnement des usines agroalimentaires, à travers la rémunération des producteurs,
à travers également le bien-être animal. Il y a une grande coalition mondiale sur le bien-être animal qui a fait une grande déclaration là, il y a très peu de temps où on retrouve Nestlé, etc. Donc de plus en plus, les entreprises veulent montrer à la société ce qu'elles font pour aller dans le bon sens, jusqu'à changer les modes de production. Ce n'est pas que de la politique RSE, ça se concrétise. Tout ça, et c'est là que c'est intéressant, pour recréer ou créer de la valeur ajoutée par l'innovation. En plus, on a eu en France quand même cette fenêtre depuis un an avec les états généraux de l'alimentation, la montée en gamme, bon, la loi alimentation qui est sortie. Donc ce sujet-là a été encore plus mis en avant, au moins en France, par le contexte politique. Alors une fois qu'on a dit tout ça, comment une marque alimentaire va créer une offre différenciante à travers des allégations, des labels, la différenciation sur le produit? Alors déjà en France, c'est quand même le pays, je dirais, de la bonne bouffe et de l'alimentation différenciée. Moi, j'ai la chance de pas mal voyager pour mon travail et tous les pays, même européens, n'ont pas cette diversité et ces aliments issus du terroir. D'abord, alors je vous ai mis AOC, mais également les AOP européennes, hein, c'est équivalent. Donc les IGP, les AOP, les STG, les labels rouges. Hein, en France, ça représente plusieurs centaines de produits et de filières. Et pour ceux qui connaissent bien l'agriculture, vous savez que dans la filière lait, quand même, depuis plusieurs années, c'est très difficile pour les éleveurs laitiers en France. Pour les éleveurs qui ont la chance, par exemple, d'être en Franche-Comté et de livrer du lait pour faire le comté, quand vous voyez le prix du litre de lait auquel ils le vendent comparé à l'éleveur qui fait du lait pour du lait UHT en Bretagne, bah là, on se rend compte très bien que le fait d'être inscrit dans une filière de qualité avec une AOC comté qui a du sens pour le consommateur, c'est la plus grosse AOC laitière de France et c'est nous qui la contrôlons depuis très très longtemps, ça a du sens pour le consommateur et ça crée de la valeur pour la filière et pour l'agriculteur. Exemple intéressant. Le bio, en haut à gauche, bon, le bio, je ne vous fais pas de dessin, on est sur des croissances à 2 chiffres, en production, en transformation et en distribution. Regardez, tous les créneaux de distribution se mettent, qu'on soit en distribution spécialisée ou en distribution généraliste, se mettent à faire du bio. Donc là, il y a une véritable tendance. Et le bio, c'est pareil, permet de monter en gamme, permet de générer la valeur ajoutée à tous les stades de la filière, jusqu'aux producteurs. Le petit logo, alors là, vous le connaissez peut-être moins celui-là, parce qu'on le voit moins, le logo haute valeur environnementale, HVE pour les spécialistes. Ça, c'est un cahier des charges qui a été produit par le ministère de l'Agriculture en France, qui définit des conditions pour produire de façon respectueuse pour l'environnement sur l'utilisation de l'eau à travers l'irrigation, l'utilisation des produits phytosanitaires, l'utilisation des engrais, etc., etc. On le voit essentiellement pour l'instant en France sur le vin. Pourquoi ? Parce que sur le vin, on est souvent sur des filières courtes, et le viticulteur est souvent le vinificateur et le vendeur de son propre produit. Donc vous pouvez voir ce petit logo-là, qui est un logo purement français. Et pour votre information, les AOP, indications géographiques protégées label rouge, de plus en plus vont devoir intégrer les critères de l'agroécologie dans leur cahier des charges. Donc pour aller vers toujours plus d'environnement et raconter une histoire complémentaire aux consommateurs. Donc là, on est sur des certifications ou labels. Alors on utilise le mot label de façon générique. Normalement, le label en France ne concerne que du label rouge, avec des cahiers des charges très stricts et des étiquetages précis. Et je crois que lorsqu'on demande aux consommateurs quels sont les logos sur les produits dans lesquels vous avez le plus confiance, je crois que c'est souvent le bio qui ressort en premier, parce que les gens savent que le bio, c'est contrôlé, y compris un agriculteur bio va être audité par un organisme indépendant, qui peut être Bureau Veritas ou un autre, tous les ans. Donc il y a une pression de contrôle très élevée, ce qui donne de la valeur également aux produits bio. Donc le consommateur a confiance. D'autres logos que vous connaissez peut-être, qui ont du sens, bien sûr, et qu'on voit de plus en plus sur les produits alimentaires. Alors, il y a beaucoup de choses sur les produits de la mer. Vous connaissez peut-être le MSC pour les produits de la pêche, et son petit frère qui est le ASC sur les produits de l'aquaculture. Donc là, c'est pareil. Il y a des systèmes de contrôle. Donc sur la pêche, il y a des contrôles sur les pêcheries, donc les flottes de pêche, etc., pour voir comment ils pêchent de façon raisonnable par rapport à l'état de la ressource, de façon durable. En aquaculture, c'est pareil. L'huile de palme, alors l'huile de palme, le logo RSPO, Roundtable for Sustainable Palm Oil, c'est l'huile de palme dite durable. Alors on pourrait
À une occasion, je faisais des conférences spécifiques sur l'huile de palme. On pourrait en discuter longtemps, hein, mais ça permet aux fabricants qui gardent de l'huile de palme dans leurs produits. Hein, et moi, je cite souvent l'exemple de Nutella. Nutella assume complètement qu'il y a de l'huile de palme dans le Nutella. C'est cela qui lui donne son onctuosité et son bon goût. Mais l'huile de palme qu'ils utilisent est 100% durable, vérifiée depuis la plantation sur toute la chaîne de contrôle. Généralement, c'est importé par des gros bateaux qui arrivent à Rotterdam jusqu'aux usines. Vous avez la plus grosse usine de Nutella du monde est en Haute-Normandie. Donc tout ça est contrôlé à toutes les étapes pour donner confiance au consommateur. Parce que le consommateur peut justement se poser des questions. J'aime le Nutella, mais je veux abîmer le moins possible les forêts dans les pays où on produit de l'huile de palme. Les trois qui sont sur le bas, vous les connaissez probablement. Ils sont quelque part concurrents. Hein, le Fairtrade, le UTZ Certified et le Rainforest, sachant que les deux sont en train de fusionner. Là, c'est sur la production durable, sur les matières premières exotiques, hein, essentiellement thé, café, cacao. Hein, donc là, on prend en compte et au contrôle jusque auprès des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire ou de café en Colombie, hein, comment les efforts sont faits pour les aider à être plus durables au niveau de l'environnement, mais également au niveau social. Donc là, on a des exemples, je ne prétends pas être exhaustif, de schémas internationaux qui sont reconnus avec des logos qu'on voit sur le produit final. Hein, le MSC, quand même, que vous soyez sur du poisson pré-emballé ou même chez votre poissonnier, vous le voyez de plus en plus. Hein, ça commence à représenter des volumes de production non négligeables. Un chiffre sur le RSPO, l'huile de palme, c'est l'huile végétale la plus utilisée dans le monde. Je crois que c'est 60 millions de tonnes. 20% de l'huile de palme produite dans le monde aujourd'hui est produite sous certification RSPO. Donc, ce n'est plus du tout anecdotique. Donc des démarches qui sont portées avant tout par des ONG, WWF, etc., des référentiels qui fixent des critères sociaux et environnementaux, et jusqu'à un logo qui est porté par l'emballage, pour que le consommateur, dans son magasin, sache « je vais aller sur ces produits-là parce que ». Il y a une histoire derrière. Et alors ensuite, moi je suis transformateur, enfin coopérative agricole, ou transformateur, ou distributeur, mais je veux aussi raconter une histoire sur mon produit, je veux me différencier, mais je ne me retrouve pas complètement dans ces démarches-là. Dans ces cas-là, on peut monter des filières sur mesure. Hein, alors bien sûr, je l'ai mis en bas dans l'encadré bleu, des obligations de moyens et de résultats, c'est important. Hein, avec des engagements qui s'expriment avec des caractéristiques communicantes. Les caractéristiques communicantes, c'est ce qu'on va mettre sur l'emballage. Hein, et donc, les filières prennent des engagements précis. Il y a une vérification par un organisme tiers, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on est le plus beau et qu'on fait le produit le plus vertueux du monde. Il faut quand même que quelqu'un vienne le vérifier de façon indépendante pour que le consommateur ait un minimum confiance. On en a parlé tout à l'heure. Quelques exemples que je vous ai pris là. Hein, je n'ai pas de pub à faire, mais les filières qualité d'un grand distributeur, hein, qui sont systématiquement vérifiées par un organisme indépendant. Hein, ou là, une coopérative agricole, en l'occurrence Terrena, hein, qui a lancé depuis quelques années ces filières Terrena Nouvelle Agriculture, hein, où ils ont monté des cahiers des charges avec leurs adhérents agriculteurs, définir des critères. Nous, on les a un peu challengés pour dire, mais attendez, ces critères-là, comment on va les contrôler? Il faut que ce soit clair. Hein, et donc, on atteste et on raconte une belle histoire, et ce sont des produits qui marchent plutôt bien. Un petit peu d'exotisme. Pour citer un exemple original, en plus, c'est la banane équitable. Vous voyez le petit bandeau, la banane équitable des Antilles françaises. Hein, je prends 30 secondes pour vous raconter l'histoire. Bon, aux Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe, on ne produira jamais de la banane au prix où on peut la produire en Colombie, en Équateur, etc. Donc les producteurs, avec leurs importateurs en France, se sont dit, voilà, faut que nous, on raconte une histoire autour de notre banane pour que le consommateur français accepte de mettre les quelques centimes supplémentaires pour acheter notre banane. Donc ils sont venus nous voir. On s'est appuyé sur le décret relatif au commerce équitable. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est la loi sur la consommation qui s'appelle la loi Hamon, à l'époque où Hamon était ministre. Hein, il y a eu notamment qui a défini qu'est-ce qu'est le commerce équitable. Hein, et on a décliné ça en point de contrôle auditable. Ça, c'est notre métier, de se dire, d'accord, vous racontez une histoire, mais donc, comment on va vérifier que le producteur de bananes des Antilles françaises est payé au-dessus du prix annuel moyen?
pour équitable, etc., etc. Il y a également des clauses environnementales. Donc on est assez fiers de leur avoir permis de se différencier sur le marché, non pas sur un schéma de certification internationale, mais sur leur cahier des charges, sur lesquels on les a challengés pour que ce soit clair et que ce soit vérifiable. Et je crois que c'est sur le marché français depuis un petit peu avant l'été. Alors, malgré tout ça, donc ça c'est des chiffres que j'ai récupérés, c'est la grosse étude Kantar qui est sortie il n'y a pas longtemps, là. C'est des chiffres que j'ai récupérés récemment. Malgré tout ça, les Français sont de plus en plus méfiants. 66% des Français se disent inquiets de la sécurité sanitaire des aliments. Là, je parle de la sécurité sanitaire. Je ne parle même pas des allégations sociales, environnementales, etc. Et seulement 28,4% des ménages français ont confiance dans les marques alimentaires. Et ça continue à baisser. Bon. On peut dire c'est bien, c'est pas bien, c'est factuel. Donc partant de tout ça, on s'est dit, avec nos clients, qui sont les gens des filières alimentaires, les marques veulent avoir d'abord un meilleur contrôle sur leur chaîne d'approvisionnement, une meilleure visibilité. Également l'aspect qui est moins consommateur, mais l'aspect mieux pouvoir gérer les procédures de retrait-rappel. Il y a quand même régulièrement des bugs dans la chaîne alimentaire, même si notre alimentation en France et en Europe n'a jamais été aussi sûre. Il faut régulièrement gérer des procédures retrait-rappel. On se rend compte que ça ne fonctionne pas toujours très bien. Et le consommateur, il veut avoir davantage d'infos sur les produits qu'il achète et qu'il consomme. Regardez le succès des applications sur la valeur nutritionnelle des aliments. Voilà. Les gens, apparemment, moi je suis peut-être trop vieux pour ça, mais veulent de plus en plus faire leurs courses avec leur smartphone. Donc passer de la confiance à la preuve. Les gens veulent des preuves. Et donc c'est ça qui nous a amené à travailler sur une solution, et je vais lâcher le gros mot qui peut faire peur à tout le monde, blockchain, qu'on appelle Origin sans E. Je suis désolé pour les tenants de la langue française, mais je travaille dans une multinationale et la solution est mise en place un peu partout dans le monde. Alors l'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir aller dans une solution B2B, 2C, jusqu'au consommateur. Et se dire le consommateur, de pouvoir lui offrir un label de traçabilité qui vont lui apporter la preuve sur l'histoire du produit. Donc pour tous les acteurs de la chaîne, je vais l'illustrer derrière, depuis le maillon production, transformation, logistique, jusqu'au supermarché où le produit final va être mis à disposition du consommateur, avec une visibilité totale sur l'histoire du produit. Donc scannez-moi pour connaître mon histoire. Si vous le pourrez sur une diapo, vous pourrez utiliser votre appareil photo et essayer de scanner le flashcode. Alors, l'avantage de cette solution, et je l'appuie sur ce que j'ai dit précédemment, c'est d'aller au-delà de tous les labels, toutes les certifications déjà existantes. Alors pour les consommateurs, c'est de leur donner plus d'informations. Quand je discute avec les gens de l'agroalimentaire, ils me disent on a de plus en plus de choses à mettre sur nos étiquettes, sur nos emballages, mais la taille de l'emballage, elle est limitée. Au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Entre les allergènes, le nutritionnel, le Nutri-Score, toutes les informations marketing, le code CE, au bout d'un moment, on est limité. Donc, cette idée-là, c'est de se dire, passons à l'étiquette augmentée. Grâce au digital, on peut faire des choses aujourd'hui. Et donc, si le consommateur veut en savoir plus sur l'histoire du produit et tout ce qu'il y a derrière, et tout ce que j'ai raconté sur les conditions de production sociale, environnementale, etc., il pourra le faire avec son smartphone. Le consommateur veut également avoir confiance. Je vais l'expliquer, la blockchain, pour moi, ce n'est pas la panacée. C'est une technique de plus qui peut permettre d'apporter au consommateur plus d'informations, beaucoup plus en temps réel et à moindre coût. Mais on ne fera pas tout avec la blockchain. Et ça peut même être dangereux dans certains cas. Pour les acteurs B2B, donc, qui sont tout au long de notre chaîne, c'est d'avoir déjà un meilleur contrôle sur toutes les étapes de la production, plus de visibilité, de l'information plus fiable, et pouvoir mettre en avant les bonnes pratiques. Souvent, sur ces sujets-là, dans les clients avec des groupes de travail, il y a des gens du marketing. Les gens du marketing, ils veulent toujours raconter plein d'histoires sur le produit, etc. Moi, je leur dis toujours, attention, c'est très bien de vouloir raconter une histoire, mais assurez-vous que l'histoire est vraie. Parce que le jour où on se rend compte que l'histoire n'est pas vraie, c'est l'effet boomerang. Et là, ça fait très très mal. Et aussi pouvoir gérer efficacement les procédures retrait-rappel qui empêchent quand même de dormir beaucoup de responsables qualité qui sont les gens avec lesquels on travaille au quotidien. Tout ça pour apporter plus de valeur sur le produit fini et pour se différencier. Je rentre un petit peu plus dans le détail.
Alors la blockchain, donc le cas que je vais vous présenter, c'est le cas sur lequel on s'est fait les dents un petit peu. C'est sur le thon. Le thon, et on est content d'avoir travaillé sur ce premier cas-là, parce que le thon aujourd'hui, c'est une matière première qui fait le tour du monde. Il y a des traders de thon, comme il y a des traders de pétrole et de blé. Le thon qu'on met dans les boîtes, il est plutôt pêché dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique. Donc à toutes les étapes, on va générer, avec les informations de traçabilité, des flashcodes qui peuvent être sur les bons de livraison et, comme vous le verrez, qui peuvent être sur la boîte de thon que vous pourrez trouver en supermarché, avec toutes les informations qu'on veut partager en temps quasi réel. C'est sûr que si le bateau il perd sa liaison téléphone satellite pendant 2 heures, bon là, on ne sera pas en temps réel, mais en temps quasi réel. Tout ça de manière chronologique, publique. Alors, tout ce qui est envoyé dans la blockchain est horodaté et infalsifiable. C'est-à-dire que si quelqu'un triche, ça y est, c'est parti et il ne pourra pas effacer la donnée. Ça, c'est intéressant aussi. Soumise à des droits de confidentialité différents. Je le préciserai tout à l'heure. Les gens disent blockchain, bitcoin, etc. Moi, ce n'est pas du tout mon sujet. Je ne suis pas sur des blockchains publiques, je suis sur des blockchains privées, sur lesquelles chacun va choisir quelle information il partage avec qui et qu'est-ce qu'on veut mettre au consommateur. Le consommateur n'a pas besoin de tout savoir. Il y a des informations qui lui passent complètement par-dessus la tête. Donc ça, c'est les gens d'une filière qui vont décider ce qu'ils mettent à disposition du consommateur. Et le business model, c'est un business basé uniquement sur un pourcentage de la valeur des produits. Donc nous, on a déjà traité 2000 tonnes de thon sur cette première blockchain. Donc on prélève un petit pourcentage en se disant que, et ça c'est notre client qui l'a validé, que la boîte de thon on achète 2,50 €, avec plus d'informations, le consommateur sera prêt à l'acheter 2,53 €, 2,54 €. Et ce petit supplément servira à valider, à faire tourner le système pour apporter plus d'informations sécurisées. Exemple. Donc ça peut fonctionner également sur un smartphone. Voilà, mon bateau de pêche, il va générer des informations techniques de traçabilité sur la zone de pêche. On va jusqu'aux coordonnées GPS, la date de pêche, la quantité, l'espèce. Est-ce que c'est du thon albacore, est-ce que c'est du thon listao, etc., etc., etc. La première étape, ça va être le transbordement. Les bateaux de pêche, ils restent sur zone. C'est des gros bateaux qui viennent chercher les lots de thon pour les ramener au port. Le bateau de pêche reste sur les zones de pêche. Donc là, on a déjà des données de traçabilité qui vont circuler, que vous apercevez ici sur un écran de smartphone. Je vais directement à mon consommateur final. Mon consommateur final, en flashant donc le flash code, le tag sur la boîte de thon, pourra avoir accès à l'histoire complète du produit, ou tout du moins les informations que les opérateurs auront décidé de lui mettre à disposition. Et les informations réelles. Ce n'est pas comme ce qu'on faisait à une époque. Moi, j'ai connu les premières photos des éleveurs sur les poulets label il y a 20 ans. Bon, c'était souvent toujours la même photo. Aujourd'hui, là, ce sera les informations liées au lot correspondant à la boîte de thon que vous avez acheté. Donc, si vous allez dans un autre magasin qui correspond à un autre lot de thon, vous aurez d'autres informations, ce qui est tout à fait logique. Donc, on est bien sur des informations de traçabilité. Ce ne sont pas des informations génériques qui renverront toujours à la même vidéo, par exemple. Voilà, donc c'est là que je pourrais vous la remettre à la fin. Alors, ça dépend de la connexion, etc. Mais en flashant ces codes-là, vous pourrez voir les vraies informations qui sont derrière, donc à toutes les étapes, jusqu'à ma boîte de thon, donc avec des informations qui sont différentes. Je vais continuer à vous expliquer ça. Alors les gens me disent, mais Bureau Veritas, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Vous n'êtes pas une boîte informatique. Non, surtout pas. Et ce n'est pas notre vocation. Parce que pour que ces blockchains fonctionnent bien, il faut un arbitre. Il faut un arbitre parce que vous comprenez bien que toutes ces informations-là, tout le monde ne veut pas partager toute l'information. Il y a des informations confidentielles en termes de qualité, il y a des informations en termes de prix, de valeur. Donc nous, quand on démarre une filière en blockchain, et voilà, nous on est le tiers de confiance, c'est notre métier de base, et on va vous aider, vous, les opérateurs de la filière, à vous mettre d'accord sur les règles et quelles informations vous allez vouloir partager avec qui. Qu'est-ce que vous mettez à disposition? On va également intervenir pour valider les données envoyées. C'est-à-dire que
Là, je reviens sur notre métier de base, c'est de faire des audits, des inspections, etc. On est présent partout. Un transformateur qui va mettre le ton en boîte, etc. Il est sans doute déjà certifié IFS, BRC, ISO 9000, ISO 14000, peut-être MSC s'il fait du poisson durable, etc. Il est connu, il a des certificats dans tous les sens, des certificats émis par Bureau Veritas ou par quelqu'un d'autre. Notre système est ouvert, il n'y a pas de problème. Les opérateurs de la filière vont dire, bon, il n'y a pas de problème, ce maillon-là, il est fiable, il n'y a pas besoin de le réauditer. Par contre, tiens, il y a un nouveau maillon qui rentre, ou un nouvel opérateur logistique, ou un nouveau transporteur, on ne le connaît pas trop. Il y a peut-être besoin pour se sécuriser, avant de lui ouvrir un accès à la blockchain, au partage de l'information, on va peut-être vous demander d'aller l'inspecter ou l'auditer pour vérifier qu'il est fiable avant de capter ces informations. Comme je l'ai dit, les informations, une fois qu'elles sont parties, elles sont dedans. Donc moi, j'aime bien l'expression des anglo-saxons qui disent « Attention, la blockchain, ça peut être garbage in, garbage out ». Vous voyez ce que je veux dire, pour ne pas être vulgaire en français. Il faut vérifier que les informations sont fiables. Ça, autrement, c'est un grand danger de la blockchain. Donc voilà, donc pour démarrer un projet blockchain, c'est comme ça que ça se passe. On réunit les opérateurs, ça prend 2, 3, 4 réunions et on se met d'accord sur des règles de fonctionnement. Et qui va mettre quelle information? Bon, on a un partenaire informatique, comme je dis, moi je ne suis pas un informaticien, bon, c'est une grande société française, Worldline, qui eux vont être chargés de l'intégrité, de la sécurité des informations. Tout ça est dans le cloud, alors que nous, on est responsable de l'exactitude des informations. Vous voyez la différence? Le choix des mots est important ici. Nous, c'est l'exactitude. Les gens qui font l'informatique, qui font, souvent ils s'amusent quand je leur dis ça, qui font la plomberie, qui branchent les différents systèmes informatiques, eux, c'est l'intégrité et la sécurité. Alors, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est que la blockchain. La blockchain, ce n'est pas ce qu'on a à gauche, ce n'est pas un système centralisé, parce que ça ne pourrait pas marcher. Vous comprenez bien que tous ces opérateurs d'une filière, qui ont une relation de client-fournisseur, etc., ne voudraient pas que toutes ces données soient stockées chez l'un d'entre eux. Logique. Donc la blockchain, c'est un système où chacun va héberger une reproduction des données de traçabilité, mais avec des droits d'accès. C'est-à-dire que tout le monde ne verra que ce que les autres auront décidé de lui donner en visibilité. Bon, bien sûr, c'est crypté, immuable, etc. Chaque acteur de la valeur de la filière peut utiliser le système. On commence à avoir des demandes, d'ailleurs, sur certaines filières, d'ONG qui aimeraient bien avoir accès à ce système, d'administration qui aimeraient bien avoir accès. Pourquoi pas? Le système est fait pour être ouvert à des opérateurs. Bon, bien sûr, le système est sécurisé. Et le plus important à retenir, c'est l'autorisation et les droits d'accès personnalisés. C'est-à-dire que chaque opérateur, vous prenez ma chaîne du thon, mais c'est pareil sur de la pomme, c'est pareil sur de la céréale, etc., ou sur de la viande, chaque opérateur va avoir un profil avec un login et un mot de passe où il aura accès à certaines des informations, mais pas toutes, ce qui aura été décidé en commun. Bien sûr, avec aucune double saisie de données. C'est là que les informaticiens savent faire. C'est que tous les opérateurs d'une filière qui ont déjà un système informatique, il y a une petite interface. Et sur les bateaux de pêche, par exemple, on capte directement les données dans le gros ordinateur du bateau de pêche. Par contre, l'agriculteur qui est tout au bout, qui lui n'a pas nécessairement encore informatisé son cahier de verger, son cahier de parcelle, etc., il a peut-être encore tout ça sur papier. On lui fournit une interface, login, mot de passe, et avec son smartphone, il peut rentrer tel jour sur mon verger de pommes golden, etc. Il y a eu tel événement climatique dont j'ai éventuellement fait tel traitement sur mes pommes. Mais il peut le rentrer de façon manuelle si les données ne sont pas déjà sur informatique. 3 niveaux de confidentialité, ça aussi c'est important. Les données publiques, les données entre guillemets non sensibles et surtout celles qu'on veut pousser jusqu'au consommateur final. Donc là, les gens du marketing sont importants, c'est qu'est-ce qui aura du sens pour le consommateur? Qu'est-ce qu'on veut lui dire? Des données confidentielles qui vont être visibles par les utilisateurs qui auront des droits d'accès spécifiques. Le numéro d'identification du bateau de pêche, ça va intéresser certains maillons, mais pas tous. Et puis des données privées, bon, les coordonnées GPS des zones de pêche, autour des zones de pêche, il y a quand même des enjeux.
seront non visibles par défaut, mais sur demande accessibles. Donc vous voyez, on va définir des niveaux de confidentialité. Donc ça, c'est pour casser le mythe. Dans la blockchain, tout le monde sait tout sur tout. Non, on est sur des blockchains privées avec des accès filtrés, on va dire. J'en ai déjà un petit peu parlé. Les deux manières d'envoyer les informations. Les données existent déjà sous forme informatique. Une interface, ça les gens de l'informatique savent faire. Et les données sont, une fois que l'opérateur est habilité, on lui ouvre les droits avec son profil et les données partent automatiquement. Donc toutes les données de traçabilité liées à l'histoire du produit, etc., vont partir. Donc on va avoir beaucoup de données à disposition. Et puis si les données n'existent pas sous forme informatique, voilà, une interface web simple, y compris dans des pays du tiers-monde. Aujourd'hui, c'est impressionnant. Ils n'ont pas le téléphone fixe, mais de plus en plus, ils ont des smartphones avec de l'accès 3G ou 4G. Donc ils sont capables de rentrer de la donnée et de l'envoyer dans le système informatique. Alors comment ça se passe? Pilote. Donc pilote, sur le ton, on est à beaucoup plus de 4 mois. Aujourd'hui, on est en production depuis longtemps. Et souvent, les gens me disent, mais comment ça va se passer? On ne met pas tout de suite les informaticiens dans la ronde. D'abord, c'est comprendre la chaîne de valeur. Ma supply chain, vous la déclinez, quel que soit votre produit ou votre filière. Qui fait quoi? Qui veut partager quelles données avec quoi? Et ensuite, on fait intervenir les informaticiens qui vont développer la solution, la plateforme, donner les informations pour faire les interfaces, former les utilisateurs, etc. Et ensuite, on peut déployer et on peut aller jusqu'au marquage produit avec mon petit flashcode qui peut être sur ma boîte de thon ou sur ma compote de pommes, etc., etc. Et comme je vous l'ai expliqué, si besoin, il y a des audits qui sont faits sur... Nous, on raisonne par analyse de risque. Je suis désolé, c'est mon jargon dans le monde de la qualité. S'il y a des points à risque dans la filière, on décide, attention, là, il faut déclencher une inspection, un audit, parce que nous, on a le réseau mondial dans 140 pays pour le faire. J'ai rajouté cette diapo parce que souvent, on me posait cette question à l'issue de ce genre d'intervention. Voilà, moi, je travaille dans telle ou telle filière. Qu'est-ce que vous me conseilleriez pour démarrer? Alors, les facteurs clés de succès. Bon, d'abord, c'est de choisir un produit au volume significatif sur lequel le consommateur final est en demande de transparence. Donc, chaque distributeur, chaque transformateur a des produits un petit peu iconiques sur lesquels il veut pouvoir apporter de la transparence. Choisir une filière sur laquelle il est possible de raconter une histoire aux consommateurs. Donc des bonnes pratiques qui ont déjà été mises en place, mais sur lesquelles il s'agit d'apporter de la transparence. Une expression que j'utilise souvent autour de la blockchain, les 3 T, comme ils disent en anglais, Trust, Truth et Transparency. Donc ça, c'est important. Ensuite, on cartographie les différentes étapes de la filière. Il faut avoir un bon chef de projet qui va coordonner tout ça. Et ça permet de mettre une dynamique avec l'ensemble des acteurs de la filière. Donc ça, c'est les facteurs clés de succès, basés sur les premières expériences qu'on a.